Bonjour Stéphanie Van der Perre, bienvenue à ce podcast d'INI. Nous allons parler du bonheur au travail. Je crois que le bonheur, il est important pour tout le monde dans la vie. On recherche tous un peu le bonheur, mais plus particulièrement le bonheur au travail. On passe un tiers de son temps à travailler ou à son travail. Donc je crois que ce temps est assez important pour aussi le passer dans de bonnes circonstances et se sentir bien dans sa peau, je crois. Mm-hmm. Alors, Stéphanie Van der Perre, merci d'avoir répondu à notre invitation et je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je crois que vous êtes, pour vous présenter un peu, vous êtes coach professionnel et que vous avisez les entreprises dans la gestion du stress et la prévention du burn-out. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille sur la prévention du stress et la promotion de la qualité de vie au travail. Donc, ce sont deux faces d'une même pièce. Et je travaille à conseiller les entreprises et les organisations sur ce sujet. Et puis, j'accompagne des équipes, des dirigeants, des individus également dans cette thématique en coaching et en formation. Et en formation aussi, oui. Donc, oui. Les entreprises peuvent faire appel à vous pour une formation concernant cette thématique. Oui, sensibilisation, formation, atelier de réflexion. Ouais. Donc, c'est du sur-mesure la plupart du temps. D'accord. Et je crois que vous avez aussi une expérience dans la vie d'entreprise, c'est ça? Oui, effectivement. Avant, j'ai travaillé une bonne quinzaine d'années dans une grande organisation et donc j'ai cette vision-là également d'un travailleur qui est dans ce système au quotidien. Et qui génère du stress, effectivement. Oui, d'accord, tout à fait. Alors le bonheur au travail, pour passer dans le vif du sujet, comme je l'ai introduit, le bonheur est très important, pas seulement dans la sphère privée, mais aussi dans sa vie professionnelle. Mais je voudrais tout d'abord vous demander le bonheur au travail. Qu'est-ce que c'est en fait? Oui, c'est une question intéressante déjà. Sur le libellé, est-ce qu'on peut parler de bonheur au travail? J'ai un questionnement par rapport à ça. Pour moi, le bonheur, c'est plus une quête individuelle. Et moi, j'aime bien parler de qualité de vie au travail. Je trouve que ça concentre plus la partie employeur, la partie organisationnelle. Et c'est plus adéquat sur la thématique du travail, oui. Je trouve. Donc, si je comprends bien, c'est surtout l'employeur qui doit, dans votre vision, faire en sorte qu'il y ait cette qualité de vie. Oui, je crois que c'est une co-responsabilité. Oui. La qualité de vie au travail, on peut la définir sur toutes les réflexions et les actions qui vont être mises en place au sein d'une organisation pour promouvoir cette qualité de vie au travail individuelle et collective des travailleurs, mais qui leur donne aussi les moyens d'atteindre leurs objectifs. Ça, c'est comment je pourrais le définir. Alors après, il y a un aspect organisationnel, managérial, il y a un aspect interpersonnel, et puis, il y a un aspect individuel aussi. Donc, pour moi, c'est une vraie co-responsabilité. Et on peut même aussi placer ça sous un angle sociétal. Parce qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, il fait partie d'un contexte sociétal qui est complexe, mais qui n'est pas neutre. Oui. Et quel facteur facteur stimulant est-ce que vous observez pour ce bien-être? Au travail. Au travail, oui. Au travail, je pense que on peut considérer l'entreprise comme un système et qu'il y a toute une série de pôles, par exemple l'environnement, l'organisation du travail, les pratiques managériales,
la manière dont la place à l'individu est octroyée, la partie relationnelle, etc. Donc ce sont tous des pôles qui interagissent l'un avec les autres. Hein. Je pense encore à la communication ou la manière dont le changement est mis en place. Tous ces pôles vont agir les uns avec les autres, et c'est en ça que c'est un système. Et en fait, chacun de ces pôles peut soit générer du stress et devenir un stresseur, et donc évidemment venir en opposition à la qualité de vie au travail, ou être aussi porteur et générateur d'énergie, quand ça se passe bien. Il y a évidemment des études qui démontrent qu'un humain au travail a besoin de toute une série d'éléments pour se sentir bien. C'est un environnement de qualité, c'est une fonction variée qui lui convient, c'est avoir du sens au travail, comprendre pourquoi il met les choses en place et quel en est l'aboutissement. C'est le respect de valeurs humaines fondamentales dont nous avons besoin pour nous sentir bien. C'est aussi une bonne communication, c'est du soutien, voilà, de l'autonomie dans son travail aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent jouer. Oui, d'accord. Mais si je comprends bien, est-ce que dans cette approche, ça demande justement une approche plus individualisée? Je pense qu'il y a deux approches qui peuvent être complémentaires. Il y a une approche globale. On peut travailler avec une organisation dans son ensemble et réfléchir à la problématique globale. Et puis travailler avec des équipes, avec des départements sur des problèmes spécifiques, on va dire, pour améliorer la qualité de vie au travail. Et puis, il peut aussi y avoir une approche plus individuelle. Si une personne a un niveau de stress élevé, a une difficulté à un moment dans son travail ou même dans sa vie privée, elle a besoin d'une attention particulière, elle peut avoir besoin d'un coaching ou de soutien de son management. Donc la combinaison des deux sera probablement le plus efficace selon les situations. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a, vous avez déjà donné quelques exemples, ce qui peut améliorer ou favoriser, je veux dire, le bien-être au travail. Est-ce qu'il y a aussi des contraintes que vous pouvez définir? En réalité, chacun des éléments que j'ai donnés peut être une contrainte si elle n'est pas présente. Par exemple, des valeurs de respect, de justice qui sont bafouées, ça va poser problème à une personne qui considère ces valeurs comme très importantes. Il peut y avoir aussi le manque de sens, quand le travail est trop découpé, trop saucissonné, que la personne finalement n'a plus la vision de quelle est la valeur qu'elle apporte dans son travail, et il y a une perte de sens, ou simplement que le sens global de l'entreprise, elle ne s'y retrouve pas. À ce moment-là, évidemment, ça va être des facteurs comme stresseurs, et donc qui vont diminuer cette qualité de vie au travail. On peut considérer que c'est une balance. On a tous, en réalité, dans notre travail, rien ne sera jamais idéal. On ne va jamais être dans un environnement de travail à 100% générateur d'énergie. Voilà. Le monde est comme ça. Mais il faut une balance positive au bout du compte. On parlait d'autonomie comme étant, et de soutien comme étant, par exemple, deux éléments reconnus comme étant très importants dans la qualité de vie au travail. Si on manque d'autonomie, qu'on a un chef hyper contrôlant, qui n'a pas la confiance dans ce qu'on fait, ça va poser question, et à l'usure, ça va devenir un stresseur important. Oui, d'accord. Qui empêche donc la qualité. La qualité, oui.
Maintenant, du point de vue de l'entreprise, en fait, hein, parce qu'investir, Oui. bon, on pense à l'économie, on pense aux chiffres, on pense à la production, on ne pense pas vraiment au capital humain. Pourquoi est-ce que c'est si important pour une entreprise de justement investir dans ce capital humain? Oui. Ben, c'est devenu essentiel en réalité. Il y a de nombreuses études qui font le lien entre un investissement en qualité de vie au travail et performance. Donc ça c'est quand même, hein, vous parlez d'économie et de chiffres, ça c'est un des éléments clés si on voit cet aspect-là des choses. Il y a aussi aujourd'hui un aspect de notoriété et d'attraction des talents. Hein, les entreprises aujourd'hui ont besoin d'afficher une qualité de vie au travail effective en leur sein. Les talents, les jeunes aujourd'hui choisissent leurs entreprises, notamment sur cet aspect-là des choses. Et s'il y a des choses qui se passent pas bien au sein de l'organisation, ben avec les réseaux sociaux, ça fait toujours très vite tache d'huile. Donc ça, c'est aussi un stimulant pour les entreprises à faire ça. Je pense aussi qu'il y a un réel avantage économique, une organisation fluide où l'humain est au cœur, au cœur du sujet, ben, est plus efficace, plus rentable. Les gens sont heureux de venir travailler, ils y mettent de l'énergie, ils sont engagés, ils ont envie que les choses se passent bien. Et donc, il y a toute une dynamique constructive et positive. Et ça fait la différence. Oui, donc si je comprends bien, c'est aussi quelque part une image de marque pour une entreprise. Oui, tout à fait, ça peut l'être. Donc ça fait vendre aussi, en quelque sorte. Ben, s'il faut trouver des arguments pour convaincre un dirigeant de s'engager dans cette voie, c'est un des arguments qu'on pourrait utiliser et qui est aujourd'hui réel. Oui, d'accord. Maintenant, bon, si nous allons plus dans la pratique, hein, comment est-ce qu'un employeur peut-il vraiment... je vais vous demander 3 choses pratiques, disons. Comment peut-il vraiment augmenter cette qualité pour son collaborateur? Oui, ben, il y a toute une série d'éléments sur lesquels il peut travailler. Je dirais que je recommanderais une chose, c'est de bien comprendre ce qui se passe au sein de cette entreprise et de faire en premier lieu un diagnostic. Parce qu'on peut lancer toute une série d'actions, on peut rendre les locaux plus agréables, on peut travailler sur le management, sur la communication, mais si on n'est pas sûr que c'est ça dont les travailleurs ont besoin dans cette organisation, c'est un peu dommage. Donc la compréhension du système et un bon diagnostic me paraissent une première étape importante. Il y a des outils de diagnostic que j'utilise. Les collaborateurs répondent à des questions et reçoivent un rapport détaillé sur leur niveau d'énergie, sur leur stresseur, sur leur donneur d'énergie. Ça les amène déjà à réfléchir et à prendre conscience de ce qui se passe. Et puis, il y a aussi un rapport institutionnel. Donc, tous les résultats individuels sont segmentés, rassemblés, et donc on peut, sans dévoiler bien sûr la confidentialité des informations, on peut comprendre ce qui se passe par département, par équipe, etc. dans cette entreprise, et on peut créer des actions ciblées. Selon le résultat, ben, on va travailler sur telle ou telle dimension. Pour donner quelques exemples, de ce qui est porteur et ce qui est souvent recommandé, c'est de travailler sur la dimension managériale. Donc, c'est aider les managers, qui sont souvent des très bons techniciens, à devenir de bons leaders et de bons managers, à communiquer, à parler du stress, à parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas à leurs collaborateurs, à organiser des réunions participatives, à être à l'écoute. Donc tout ça, ça s'apprend. On parle de soft skills.
Et tout le monde n'est pas équipé et formé pour faire ça au sein d'une entreprise. Et je pense que ça, c'est vraiment un très bon investissement. C'est un investissement en amont aussi, parce que quand l'ensemble des managers sont formés, sensibilisés, formés à cette problématique, eh bien, ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation. Quelque chose qui me paraît aussi très important, c'est que le dirigeant de l'organisation, l'équipe dirigeante, soit aussi sensibilisé et engagé dans cette qualité de vie au travail. Ça va avoir un effet contagieux, et ça va avoir du poids si ça vient de la valeur pour le top management. Il y a un signal très fort qui est donné. Et on observe pas toujours des dirigeants engagés sur cette thématique. Il pourrait y en avoir plus. Donc, encore du travail, si je comprends bien. Voilà, oui, tout à fait. Est-ce que dans votre expérience récente, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un coaching que vous avez fait, par exemple, dans une entreprise que vous considérez être une bonne pratique à suivre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Alors, je pense à une expérience qui peut faire la différence en réalité. C'est effectivement une entreprise qui veut lancer un programme de qualité de vie au travail et qui a réalisé un diagnostic, et qui, après le diagnostic, a vraiment pris le temps de voir avec ses collaborateurs, et qui a créé des groupes de travail sur ces thématiques, et qui a vraiment donné les moyens, au fond, de réaliser les choses. Ce que parfois j'observe, c'est qu'il y a effectivement des diagnostics, des enquêtes qui se font, et puis le projet tombe un peu comme un soufflet qui s'écroule. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est au bout du compte de mettre des actions en place, et de les mettre en place de façon durable. Donc, c'est la loi des petits pas qui est importante. C'est pas nécessairement des grandes actions, mais c'est avoir une vision claire de ce qu'on veut mettre en place, avoir des objectifs définis sur cette thématique, savoir ce qu'on veut améliorer, ce qu'on veut changer, et surtout se donner les moyens de le faire et d'aboutir, d'arriver à la fin. Et donc, travailler, j'ai l'exemple d'avoir travaillé avec une petite structure qui a été jusqu'au bout de ce processus. Et donc, du coup, il y a vraiment un effet palpable, parce que chacun des travailleurs aussi, qui s'engage aussi finalement dans une enquête, dans un diagnostic, si elle voit que les messages sont entendus, pris en considération, et puis qu'il y a des choses qui se mettent en place, c'est aussi un signal de l'entreprise pour dire qu'il y a de la valeur au capital humain. Donc, Et à quelle petite action pensez-vous, par exemple, dans cet exemple, pour vraiment être concret là? Alors, il y avait plusieurs actions qui étaient mises en place. Donc, si je pouvais citer une petite action, c'était notamment des groupes de travail avec les managers, pour voir comment ils pouvaient rentrer en meilleure communication avec leurs équipes qui étaient plutôt mobiles et donc peu visibles au bureau. Et il y avait un déficit de relation entre le manager et les personnes qui étaient disséminées à gauche et à droite dans des environnements différents. Oui, d'accord. Donc surtout sur la communication interne alors. En interne à l'équipe. Oui, d'accord. Pour terminer, on a l'impression que le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, comme vous l'appelez, devient de plus en plus important aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée comment ça se passe dans nos pays voisins?
Alors, en fait, je ne sais pas s'il devient de plus en plus important. Je pense surtout qu'on a des signaux que le stress et le mal-être au travail deviennent de plus en plus importants. Et donc, c'est un point d'attention et un enjeu, en réalité, au niveau des entreprises. Par rapport à ce qui se passe chez nos voisins, pour répondre à votre question, il se passe à peu près la même chose partout dans les types de pays occidentaux, hein, mais que ce soit au Canada, que ce soit aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, on peut retrouver le même genre de signaux. Les niveaux de stress sont élevés, l'engagement au travail est plutôt faible. L'absentéisme long terme a doublé en 10 ans, ça c'est en Belgique, mais chez nos voisins français ou aux Pays-Bas, c'est à peu près pareil. Donc il y a une tendance générale sur ce sujet-là partout. Donc on n'est pas spécifiquement mal loti en Belgique. Alors, selon l'aspect culturel de certains pays, on peut observer des différences. Je pense que en Hollande, aux Pays-Bas et dans des pays nordiques, ils ont un petit peu d'avance sur des notions d'autonomie, de qualité d'environnement au travail, de flexibilité. Ils sont un peu en avance sur nous. En France, par exemple, un sujet qui est régulièrement mis en évidence, c'est le déficit d'autonomie et de confiance au niveau des organisations. Donc, culturellement, il peut y avoir des spécificités. Globalement, la situation c'est un enjeu partout, je dirais, au niveau des entreprises. D'accord. Stéphanie Van der Perre, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir invitée.